Bonjour à tous et bienvenue dans Entreprise et Passion sur Logos FM où je reçois, vous allez le voir encore aujourd'hui, un chef d'entreprise absolument engagé et passionné. Philippe Koenig, bonjour. Bonjour. Philippe, vous êtes le cofondateur d'Auto IES et je vais vous laisser d'abord nous raconter votre propre histoire. Notre histoire est celle-ci. Nous avons débuté la société en 1987. Notre activité de mandataire à l'origine. L'idée de départ... Qui c'est ce nous ? Alors nous, c'est mon frère et moi qui avons co-créé la société. L'histoire, peut-être d'ailleurs, démarre davantage ici. Elle démarre d'une formidable entente avec mon frère de très longue date, qui a fait que nous avons eu un âge plutôt jeune, l'envie d'entreprendre tous les deux. Un écart d'âge de 4 à 5 ans en ma défaveur a fait que j'ai suivi un autre parcours pendant quelques années. Et puis lorsqu'il s'est agi de pouvoir entreprendre, eh bien, on s'est réunis autour de ce projet-là. De suite Auto IES. Alors oui, quasiment, oui, puisque en fait la concordance des âges faisait que lui avait une vingtaine d'années, 21 ans quand on a commencé la société, moi j'en avais 26, donc effectivement c'était Auto IES de façon immédiate. Et qu'est-ce qui vous a amené justement à cette création-là plutôt qu'une autre ? Alors, plusieurs choses. D'abord, cette envie de travailler ensemble avec mon frère, une envie, je crois, chevillée au corps d'entreprendre. Je crois, des valeurs qui nous guidaient, qui étaient de se dire que rien n'était impossible. C'est un peu dans cette éducation qu'on a été élevé, et de se dire qu'à partir du moment où on était fidèle à nos valeurs, d'abord des valeurs humaines, de respect, d'honnêteté, de transparence, de capacité de remise en question, qui nous ont été inculquées, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas réussir dans un domaine ou dans un autre. À l'origine, c'est une publicité parue dans un journal automobile qui faisait état de la possibilité, en 1985, de venir proposer des véhicules à des prix particulièrement compétitifs par rapport à ceux qui se pratiquaient à l'époque dans les réseaux de distribution. C'était quelque chose de très novateur, ça, à ce moment-là. Alors en fait, c'était complètement nouveau, puisque jusqu'à cette époque, la distribution des véhicules se faisait uniquement pays par pays. Il existait, la Commission européenne en avait fait le constat, des écarts de prix très importants entre les différents pays de l'Union européenne. À l'époque, c'était la communauté européenne, et donc il y avait des vraies barrières qui empêchaient un consommateur français d'aller acheter sa voiture dans un autre pays de la communauté. Et donc, la communauté européenne, à l'époque, a décidé de promulguer une première réglementation en 1985 qui qui officialisait le statut de mandataire. Donc, à l'époque, ce sont les mandataires qui ont eu l'autorisation de faire ceci. Le rôle du mandataire, c'était quoi ? C'était de venir se voir confier un mandat de la part d'un client. Charge au mandataire d'aller chercher le véhicule à un prix convenu dans un autre pays de l'Union européenne. Le départ de l'histoire nous interdisait d'avoir des véhicules en stock. Nous ne pouvions travailler que lorsque nous avions un client qui nous mandatait. D'accord. Et alors, je le rappelle quand même pour nos auditeurs, nous étions en 85. C'est ça. Internet n'était pas tout à fait là. Et c'était vraiment le tout début, c'était une vraie aventure. Alors c'était une vraie aventure parce que, en fait, pour plusieurs raisons. D'abord, on n'avait jamais entrepris, jamais créé de société. On était plutôt autodidacte, ou plus ou moins autodidacte, on va le dire. Et puis, pas d'expérience de la distribution automobile, du commerce, enfin, très très peu d'expérience, une petite expérience en informatique pour ce qui me concernait. Et donc, une nouvelle réglementation, une activité qui se crée et qui venait en conflit frontal avec les réseaux de distribution qui existaient à l'époque. Voilà, quelques petites difficultés, mais la première difficulté n'a pas été de trouver des clients, puisque en fait notre offre venait trancher de façon très importante avec ce qui se faisait à l'époque, puisqu'on venait proposer des remises sur des véhicules neufs qui étaient absolument inaccessibles jusqu'à l'émergence de cette réglementation et de notre société, de quelques-uns de nos concurrents. Donc le plus difficile, ça n'a pas été ça. Le plus difficile, ça a été
d'apprendre, de faire de sourcer des véhicules dans l'ensemble de l'Union européenne. Et je le redis, sans Internet. Sans Internet, voilà, absolument, avec du papier, de la voiture, des voyages, des contacts, à l'époque des télécopies, à l'époque pas de téléphone portable, puisque à l'époque, le téléphone coûte extrêmement cher, donc on ne téléphonait pas. Donc on se déplaçait pour aller faire de la prospection un peu partout en Europe, pour aller trouver des concessionnaires qui étaient désireux de travailler avec nous. Et puis en fait, on avait probablement aussi, grâce à cette époque, davantage de temps pour tout. Oui. Est-ce que c'était bien ou pas, ça je ne sais pas, mais en tous les cas, on prenait le temps de faire les choses parce que la technologie était ce qu'elle était à l'époque. Donc, mais c'était bien. Et vous étiez déjà basé dans l'Allier? Alors non, pas du tout. Nous, on est très attachés à notre territoire. On a passé une bonne partie de notre enfance sur Vichy et la région. On adore Vichy et sa région, on adore notre région. Et en fait, on a créé à l'époque la société à Paris. On est allé la créer à Paris. Parce qu'à l'époque, si on n'était pas à Paris, on n'existait pas au niveau national. Et notre ambition, dès le début, était non pas de venir en concurrence avec des concessionnaires locaux ou régionaux, et de faire un commerce qui copiait un peu ce que faisaient les distributeurs et les concessionnaires classiques, mais d'essayer de faire quelque chose d'un peu plus ambitieux. Alors c'était probablement un petit peu illusoire au début, mais en tous les cas, l'idée qui nous a guidés, c'était qu'il fallait que nous créions la société à Paris, puisque, je me répète, à l'époque, si on n'avait pas une adresse à Paris, on n'avait aucune possibilité d'avoir une audience nationale. Donc on s'est volontairement déplacé à Paris alors qu'on habitait sur Vichy et sa région pour y créer la société. On y est resté une dizaine ou une douzaine d'années, quelque chose comme ça. Et quand notre système de vente par, à l'époque, correspondance s'est avéré fonctionner de façon acceptable, on a privilégié la qualité de vie, notre attachement à notre région, et on a déménagé le siège de la société de Paris à Vichy. Et alors sur cette période-là, avant que dans la deuxième partie de notre émission, on aborde la réalité aujourd'hui de ce qu'est Auto-IES et de cette démarche qualité dans laquelle vous êtes depuis le début, mais qui est en train de se concrétiser de plus en plus et à laquelle vous êtes très attentif. Qu'était la concurrence à ce moment-là? Vous étiez tout seul? Il y en avait d'autres? Comment était structurée cette profession? Alors aujourd'hui, je vais dire modestement que nous sommes la plus ancienne société de notre secteur d'activité et de loin. Donc il n'y avait pas de concurrence. Nos principaux concurrents, c'était nous, puisqu'on avait tellement de choses à apprendre, à découvrir et à mettre en place en termes d'organisation, aussi des barrières à faire tomber, administratives, légales. On a essayé de s'adapter au contexte dans lequel on se trouvait au fur et à mesure du temps qui passait. Et puis on va dire que notre principal concurrent, c'était nous. Et bien sûr, les concessionnaires qui, à l'époque, pratiquaient les prix de vente qui leur convenaient. Et on pourrait presque dire qu'à l'époque, un consommateur qui venait chez un concessionnaire disait presque « S'il vous plaît, monsieur, est-ce que je pourrais vous acheter une voiture ?» Voilà, donc le rapport entre le vendeur et l'acheteur était un peu de cette nature-là. Et puis, il a évolué beaucoup, évidemment, au fur et à mesure du temps et de la libéralisation du marché et du fait surtout que l'Union européenne a décidé de faire tomber ses frontières et de permettre que les biens de consommation, dont les véhicules, puissent franchir les frontières pour le plus grand bénéfice des consommateurs. Alors ces 10 premières années, vous dites que vous étiez votre principal concurrent. J'entends plutôt derrière ça que vous avez fait tomber les barrières au fur et à mesure que ce métier se structurait, je suppose. Mais comment est-ce que, à cette époque lointaine, je vous parle d'un temps, comment est-ce que les consommateurs venaient vers vous et comment est-ce qu'ils achetaient? Alors c'est un peu difficile de se le figurer au jour d'aujourd'hui, à l'époque du web, mais bon, je vais vous l'expliquer en quelques mots. En fait, les seuls moyens de communication qui existaient à l'époque, c'était la presse papier. Donc on a démarré en faisant des publicités, on se souvient, dans le Figaro, parce que les journaux automobiles n'acceptaient pas nos publicités au début. Donc quelques publicités dans le Figaro. Alors pourquoi eux nous acceptaient ou pas, ça on peut pas, je pourrais pas vous le dire, aucune idée. Et puis très vite, la réglementation évoluant, la connaissance du fait que l'activité était légale, ont fait que petit à petit nos publicités ont été acceptées dans l'Automobile Magazine, l'Autojournal, l'Autoplus, etc. Donc c'était le principal biais par lequel nous nous faisions connaître. Très vite, on a eu de la chance.
parce que dès la deuxième année, en 1988, on a été cité par des journaux de consommateurs. Donc on a été cité en particulier par Que Choisir, puis l'année suivante par 50, qui est maintenant 60 millions de consommateurs. Et puis l'année suivante, on a eu la chance d'être référencé par des organismes qui faisaient référence à l'époque, donc comme la CAMIF. On a été partenaire de la FNAC à l'époque, qui nous recommandait dans ses catalogues, dans ses publications, et qui nous cautionnait le fait que leurs adhérents ou clients pouvaient, en toute confiance, venir acheter des véhicules chez nous. Donc c'était un accélérateur très fort de notre activité, parce qu'effectivement, il y avait une grande méfiance très légitime, puisque un achat de voiture, c'est beaucoup d'argent. Et donc, le fait de venir confier à des sociétés qui n'existaient pas, dont on n'est pas sûr de ce qu'elles seront le lendemain, etc., c'était quelque chose qui était difficile, très difficile à l'époque pour les consommateurs. Donc, nous, on s'est employés. Je crois que la principale barrière que nous avons essayé de faire tomber, c'est de rassurer nos clients et de leur apporter les informations qui faisaient qu'ils pouvaient être convaincus, autant que faire se peut, de notre sérieux et de la bonne fin des transactions qu'ils nous confiaient. Alors que là, ça faisait quoi, 3, 4, 5 ans? Qu'est-ce qui a fait justement que d'entrée de jeu, vous saviez que vous étiez en train d'ancrer une démarche qualité, mais comment est-ce qu'on réussit à en convaincre un acheteur potentiel? Alors, moi je parlais d'ADN tout à l'heure, je parlais de valeurs, et nos valeurs personnelles sont celles qu'on a transcrites dans la société. Notre ADN est finalement devenu celui de la société. Et donc, quand on parle de respect, d'honnêteté, de transparence, en fait, nous n'avons jamais, depuis 35 ans, jamais fait de fausses promesses à nos clients. On a toujours conçu nos offres et le rapport avec nos clients de façon honnête, transparente, en faisant en sorte de ne faire des offres que sur des choses que nous étions à peu près certains. On n'a jamais du 100%, mais pour lesquelles on avait un degré de certitude aussi fort que possible de réussir. Et donc je pense que c'est cette démarche à laquelle nos collaborateurs adhèrent et ont toujours adhéré, qui est d'avoir des rapports sains avec nos clients, parce que notre première préoccupation, et aujourd'hui c'est celle-ci, c'est d'avoir des clients qui sont satisfaits. Elle est aussi importante, évidemment, on a besoin de vendre des voitures, on a besoin de gagner notre vie, ça va sans dire, on a besoin de faire du commerce, comme on le dit, et c'est comme ça qu'on vit, mais d'abord on vit parce qu'on a des clients, et chez nous la philosophie il n'y a pas de client peu important, même si on vend 3000 voitures par an, c'est chacun des 3000 clients qui est très important et qui mérite toute notre considération. C'est probablement ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des clients qui sont... on a livré un peu plus de 110 000 voitures depuis que nous avons débuté. Et on espère avoir une réputation qui est méritée parce qu'on fait les choses exactement comme je viens de vous le décrire. Pour revenir à la question de mandataire, en fait, les choses ont beaucoup évolué, comme je l'expliquais. Au début, la seule façon d'exercer cette activité, c'était de le faire sans avoir de véhicule en stock. Et depuis le milieu des années 90, la fin des années 90, on va dire, la réglementation a beaucoup évolué, nous autorisant à avoir des véhicules en stock. Donc aujourd'hui, on n'est plus du tout mandataire. On l'est dans 3% des cas, mais dans la majorité des cas, nous sommes des marchands de voitures. Donc on achète des véhicules que nous avons en stock. On a un stock qui est en région parisienne, sur lequel on a entre 700 et 750 voitures en permanence. Et donc ce sont vraiment des voitures physiques qui nous appartiennent, qu'on livre dans des délais qui sont très rapides, heureusement, et toujours dans une idée d'avoir des offres qui sont carrées, rassurantes, complètes, sans chose-trappe. Alors Philippe, vous nous parliez tout à l'heure de cette qualité, de cet ADN qui était en vous depuis la création de l'entreprise et que l'on retrouve aussi dans quelque chose qui est assez interpellant, que sont les milliers d'avis que vous avez sur l'entreprise qui ne sont jamais modérés. Absolument. C'est un point essentiel de notre activité. En fait, nous avons décidé depuis le début des années 2010, donc en 2011, de sonder 100% de nos clients livrés et non pas de les sonder nous-mêmes avec tous les travers que ça pourrait comporter, mais de les sonder via ce qu'on appelle un tiers de confiance. Donc dès 2011, il a existé des sociétés qui étaient spécialisées dans le fait de sonder des clients. Donc c'est très simple.
À chaque fois que nous livrons un client, la société qui s'occupe du sondage récupère, nous envoyons les coordonnées du client pour que la société de sondage puisse envoyer une enquête de satisfaction au client qui a été livré. Le client répond de façon absolument transparente et libre à cette enquête de deux façons. La première façon en mettant des notes qui vont de 1 à 5 étoiles sur notre prestation, et la deuxième en publiant un commentaire libre sur ce qui a été son ressenti de notre prestation. On est plutôt content parce qu'aujourd'hui on a un taux de à peu près un quart de nos clients qui répondent à l'enquête de satisfaction et effectivement on est je crois que là, franchement, c'est la fierté de l'ensemble des collaborateurs, au moins autant que la mienne. On a une note moyenne qui se situe aux alentours de 4,8 sur 5. Voilà. Alors, on n'est pas parfait. Ça veut dire qu'on se plante certaines fois. Ça veut dire que vous êtes humain. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas. Et donc, il nous arrive d'être pas au niveau auquel on le souhaite. Mais ce qui est important, évidemment, c'est la moyenne. Donc, aujourd'hui, on a depuis une dizaine d'années à peu près 5000 clients qui ont répondu à nos enquêtes. Et effectivement, la note moyenne est celle que je viens de vous donner. Voilà, c'est pour nous le baromètre. En fait, on a créé ces enquêtes de satisfaction il y a maintenant plus de 10 ans, en les considérant comme étant le baromètre de la qualité du fonctionnement de l'ensemble de la société. À partir du moment où notre volonté est d'offrir une prestation de qualité et d'avoir des clients satisfaits, le bon baromètre, c'est évidemment le niveau de satisfaction de nos clients. Et nous avons, alors on a fait beaucoup de travail parce qu'on n'était pas du tout, quand on a commencé, pour être franc, on était aux alentours de 3,7, 3,8 sur 5, ce qui était acceptable. Et on a dû faire de gros efforts et on s'est considérablement remis en question et on continue à le faire aujourd'hui. À chaque fois qu'il s'avère qu'un client peut être insatisfait, même pour une part qu'on pourrait considérer non négligeable de notre prestation, on a une démarche qualité, une démarche qu'on appelle d'amélioration continue, qui est d'analyser les raisons pour lesquelles le client a été insatisfait. Et donc, nous corrigeons au fur et à mesure, tout le temps, les écarts pour faire en sorte d'arriver vers un niveau qui soit aussi bon que possible. Et c'est aussi ce qui vous a mis dans cette dynamique depuis des années, là également, et vous avez été, je crois, l'un des premiers à obtenir cette norme qualité, ce qui est quand même assez exceptionnel dans vos métiers. Alors, effectivement, nous sommes le seul distributeur, puisqu'en fait, aujourd'hui, on est des distributeurs automobiles indépendants. Nous sommes le seul distributeur, à ma connaissance encore aujourd'hui, à s'être engagé dans cette démarche et à avoir obtenu la certification. Donc il y a la démarche dont je vous parlais tout à l'heure, et puis également une démarche de certification. Donc nous sommes certifiés qualité par l'AFNOR depuis maintenant 2011. Cette démarche d'amélioration continue nous aide au quotidien, est un vrai moteur pour la société, et c'est aussi grâce à cela que nous arrivons à délivrer les prestations que nous délivrons. Oui, ce n'est pas simplement pour dire j'ai une norme, ça y est, j'y suis arrivé. C'est vraiment du travail de tous vos services. C'est cette transversalité qui est importante. Alors, pour être franc, au début, je ne serais pas honnête si je vous disais que ça avait été que innocent, cette démarche, mais très sincèrement, c'est quelque chose que nous avons intégré dans notre organisation, comme je vous le disais. Et non pas une étiquette que nous sommes allés chercher pour dire, pour faire les beaux, entre guillemets, en disant ouais, super, on est certifié. Non, c'est vraiment c'est quelque chose qui fait partie intégrante de notre fonctionnement, et on est fiers de ça. Et puis c'est très sympa parce que pour les collaborateurs qui sont dans la société, ça pousse chacun d'entre nous, on est une petite quarantaine, ça pousse chacun d'entre nous à être meilleur et à corriger ces éventuels dysfonctionnements, et dans un seul but, c'est à la fin d'avoir des clients qui sont satisfaits. Donc c'est voilà, donc le baromètre, ça peut tomber sous le sens, mais le baromètre de satisfaction client, il est analysé de façon permanente, il est communiqué au niveau des collaborateurs de façon permanente, et c'est l'objectif aujourd'hui numéro 1 de la société, avant le chiffre d'affaires, avant les bénéfices. Le premier objectif, c'est la satisfaction de nos clients.
Est-ce que c'est ce qui vous a fait être sélectionné par BPI dans ce club Excellence? Alors, on a la chance effectivement d'être membre de BPI. Ce qui est assez exceptionnel pour une PME, malgré tout. Alors, écoutez, il serait prétentieux de répondre à cette question. Alors, c'est moi qui l'ai dit. Voilà, en tous les cas, on a l'honneur de l'être. C'est effectivement un grand honneur. Et on est BPI, ce qu'on appelle BPI Excellence, depuis maintenant 2009. Et il y a plusieurs critères, d'être une société plutôt innovante, un peu leader sur son marché, et également une société en croissance. Ce sont les critères aujourd'hui pour faire partie de BPI et BPI Excellence. Et quels sont, alors il nous reste quelques minutes, Philippe, quels sont aujourd'hui les grands projets ou les grandes évolutions qu'il y a dans ce monde de l'automobile? Alors, nous, des évolutions, on en a connu d'incroyables, mais c'est ce qui fait aussi que le boulot est passionnant parce qu'il y a beaucoup de moments très très heureux, et puis la satisfaction de pouvoir évoluer dans un univers qui bouge beaucoup parce que la distribution automobile a considérablement évolué. Pour vous donner une petite anecdote, il faut savoir qu'en 2008, 2009, 2010, la majorité des constructeurs automobiles prétendaient que l'automobile et Internet, ça marcherait jamais. Mais il disait jamais, c'est-à-dire voilà, donc c'est pour dire un peu que les choses évoluent vraiment très très vite. Nous, on a vocation, on est dans un marché qui est très gros, donc il se vend à peu près 2 millions de véhicules neufs en France, 15 millions en Europe. Nous, on en vend aux alentours de 3 000 par an, entre 2 et 3 000. Et donc, il y a beaucoup d'opportunités. En se remettant en question, en étant plus performant dans la communication de nos offres, dans la façon dont on s'adresse à nos clients, dont on les rassure, dont on améliore nos prestations. Le domaine même fait qu'aujourd'hui, il faut se remettre en question tout le temps. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de s'adapter à ces évolutions, comme on l'a fait depuis 35 ans. Une fois de plus, j'ai la chance de pouvoir m'appuyer sur une équipe de collaborateurs qui est formidable, formidablement engagée. Et donc, je pense et j'espère vivement qu'on aura vocation à être capable d'évoluer. Alors aujourd'hui, on vend principalement des véhicules 0 km et l'un de nos challenges pour l'avenir, c'est de vendre des véhicules d'occasion. Donc des véhicules d'occasion qui offriront évidemment toutes les garanties pour le consommateur. On a commencé à le faire il y a quelques mois maintenant, mais c'est l'un de nos challenges puisque le marché du véhicule d'occasion est très porteur en ce moment et donc c'est sans aucun doute l'une des voies de développement de la société pour les mois à venir. Alors Philippe, le mot de la fin, comment est-ce qu'on vous trouve ? Alors, on nous trouve d'abord, nos offres sont toutes disponibles sur le site www.auto-ies.com. Principalement. Pour les clients qui souhaitent plutôt passer par téléphone, on a évidemment une ligne téléphonique 04 70 30 87 60. Et puis, nous avons notre siège social qui est à Vichy. Alors, ce sont des locaux qui se trouvent juste à côté de Vichy, dans lesquels les clients peuvent venir nous rendre visite, de préférence sur rendez-vous, parce qu'on n'a pas une structure énorme. Mais on accueille tous nos clients, évidemment, avec un plaisir non dissimulé. Voilà, donc tous les clients sont les bienvenus chez nous. Merci à vous, merci Philippe Koenig, dirigeant de Auto IES. Ne quittez pas l'antenne de Logos FM pour la suite de nos émissions et je vous retrouve dans une semaine pour Entreprise et Passion.